Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 10 de la saison 4. Beaucoup de questions se posent dans nos parcours, qui attendent souvent des réponses rapides, et pourtant, vu les enjeux associés, elles méritent la plupart du temps réflexion. À chaque fois que nous avons abordé la question du donneur sur le podcast, nous avons pu constater, au fil des épisodes, que chacun avait un avis et une conception du donneur et de son rôle qui lui était propre. La question de l'anonymat agite beaucoup elle aussi, au sein même de la communauté des donneurs, qui parfois se positionnent contre la levée de l'anonymat, ou qui préfèrent même se retirer du parcours de don. Ce qui est sûr, c'est que chacune d'entre vous a dû choisir si le donneur de l'enfant à venir serait anonyme, ouvert, ou même totalement connu de l'enfant et de sa famille. Dans le contexte d'un parcours de PMA, nous sommes informés de la limite de don de chaque pays de provenance des paillettes. À l'époque, on nous avait annoncé que seules 4 autres familles pourraient être conçues avec les paillettes d'un même donneur, par pays d'habitation, pour éviter la consanguinité. Alors, 4 familles, ça paraît tellement improbable de tomber sur les enfants issus de ces mêmes dons. Aurélia et Charlotte ont toujours eu conscience des enjeux qu'il y avait derrière le choix des donneurs, et avaient sélectionné le leur avec beaucoup de précautions. Elles avaient dans l'idée de se servir de ces paillettes pour l'ensemble de leur fratrie. Vous avez pu et pouvez encore écouter leur parcours dans l'épisode 13 de la saison 2 du podcast. Aujourd'hui, Aurélia a eu besoin et envie de parler des choix qu'elles ont faits, de les expliquer et surtout de répondre à cette fameuse question: qu'est-ce qu'il se passe si on rencontre des enfants issus du même donneur? Comment vit-on cette découverte et comment cela engage notre famille? Parce que oui c'est arrivé. Amae, leur petite fille, partage son honneur avec une famille qui en plus est proche de celle de Charlotte et Aurélia. Si ça, ce n'est pas une histoire de dingue. Je vous laisse découvrir comment elles ont vécu toutes les 3 cette révélation et comment maintenant elles deal avec. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélia. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Merci à toi. J'avoue que tu m'as mis l'eau à la bouche quand tu es revenue vers moi, donc je vais juste rappeler qu'on a déjà entendu ton parcours, votre parcours avec Charlotte dans la saison 2, l'épisode 13, qui à l'époque était découpé en 2 épisodes. Je pense que je le rediffuserai à un moment donné ou à un autre, donc du coup vous aurez l'occasion de le redécouvrir. Et donc tu es venue vers moi parce que tu avais très envie de parler de donneur, de choix de donneur, enfin de tout ce qui concerne le donneur. Est-ce que, pour commencer, tu peux te représenter? Oui, alors moi c'est Aurélia, je suis mariée à Charlotte et nous avons une petite fille, Amae, qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Et donc pour rappel, vous aviez conçu Amae sur grâce à une insémination artisanale, intra-utérine, une seule d'ailleurs. Oui. Chance. Oui. Mérité, j'ai envie de dire. Et vous aviez fait venir à l'époque vos paillettes par Cryos. C'était encore possible à l'époque de faire venir chez des particuliers, donc c'est plus le cas maintenant. C'est ça. Et je crois qu'on n'avait pas trop parlé de votre choix du donneur. On en avait parlé, mais sans creuser vraiment. C'est des questions qu'on nous pose régulièrement à toi comme à moi. Donc, si ça te va, aujourd'hui, on va vraiment traiter du donneur. Oui, tout à fait. Super. Est-ce que déjà tu peux me rappeler ou m'expliquer, parce que le choix sur Cryos, il est relativement... Il peut devenir très très vite compliqué, tant il y a de critères possibles. Quel choix vous aviez fait, vous, à ce moment-là? Alors,
À la base, bon déjà, fallait qu'on arrive à choisir. Comment dire? On s'est pas réveillé un matin en disant ah là là, partons sur Krios. On l'a découvert dans notre parcours. À la base, on s'imaginait comme beaucoup partir à l'étranger en clinique. On s'imaginait que c'était un peu le parcours standard et obligatoire. C'est par hasard qu'on a découvert que Krios existait. Le jour où je l'ai découvert, parce que c'est moi qui l'ai découvert grâce à Instagram, grâce à quelqu'un qui est venu m'en parler, j'ai été sur le site et au premier coup, je me suis dit mais c'est quand même particulier parce qu'on a accès donc à une sorte de catalogue d'hommes et voilà, je me disais non, je peux pas. Enfin, c'est bizarre, c'était à 1000 lieues de ce que je m'étais imaginé forcément. Et je me disais non, on peut pas faire notre marché, je peux pas choisir des critères moi. C'est trop loin de ce que je m'étais imaginé et en fait plus je regardais, plus je me disais en fait quand même ça fait écho en moi. J'en ai parlé à Charlotte qui pareil première réaction m'a dit attends non. On fait pas ça, on peut pas choisir. Ça se fait pas, ouais. Non, parce que on s'était pas autorisé à s'imaginer un jour pouvoir choisir notre donneur, étant donné que dans notre tête, on partait obligatoirement sur de la clinique et donc un donneur complètement anonyme ou à la limite on allait connaître la couleur de ses cheveux et ses yeux et c'est tout. Et on s'était préparé à ça et pas à d'autres possibilités. Donc en découvrant Krios, on s'est ouvert à ça. Et puis moi en fait ça venait me rassurer. Je commençais à me dire que j'avais un peu plus de contrôle sur ce qu'on allait vivre. Donc j'ai commencé à m'y pencher sérieusement, en me disant aussi que chez les hétéros, ils se choisissent. Ils se prennent pas au hasard dans la rue en disant tiens toi paf ça sera toi. Non, ça marche pas comme ça. Ils se rencontrent, ils se trouvent. Il y a quelque chose qui fait que ils se choisissent et en tout cas ils décident d'avoir cet enfant ensemble. Donc à partir de là, je me suis aussi enlevé cette pseudo-culpabilité de choisir, de faire mon marché. Et donc à partir de là, on a choisi des critères. Alors au départ, rien de fou, hein. Un donneur brun comme moi, enfin comme nous, aux yeux clairs. On est parti comme ça. Donc évidemment là, t'en as plein, beaucoup. Donc il fallait refaire encore une fois. Il fallait resserrer un peu les critères. C'est ça. Et en fait, c'est moi qui ai quand même passé beaucoup d'heures sur l'ordinateur. Je lisais. En fait, je leur lisais leur profil. Je voyais si ça me parlait ou pas, si ça me faisait écho. Et petit à petit, j'ai commencé à en sélectionner un certain nombre. Au final, je crois que je me suis arrêtée sur une dizaine de donneurs. Ouais, quand même. Ce que j'ai fait, c'est que oui. On partait quand même d'un certain nombre. Hein. Ah ouais, non mais j'imagine que quand tu commences à lister, énorme, hein. c'est ça. C'est énorme. Ouais. Donc j'ai fait mon tri comme ça. Il y a des caractéristiques, par exemple, on a accès à une sorte de petit arbre généalogique et on voit donc le donneur, s'il a des frères et sœurs, ses parents, ses grands-parents, et on voit si toutes ces personnes sont encore en vie, s'il y a eu des décès, pour quelles raisons. J'avoue que moi et mon rapport à la maladie fait que quand je voyais qu'un donneur n'avait plus aucun grand-parent, parent, que toute une lignée était partie d'un cancer, enfin d'un truc, voilà, c'était quelque chose de difficile pour moi. Donc, oui, je comprends. Donc, ce donneur disparaissait de mes choix. Je pense que ça peut être, je me dis là, on va m'écouter dire ça. On va se dire, mais la fille vraiment a fait son tri sur des critères. Attends, mais c'est des critères qui sont complètement cohérents. Hein. Oui. Je veux dire, la maladie, c'est ce dont on a le plus peur pour nos enfants. Oui, mais en même temps, quand on choisit un couple hétéro, ils se choisissent pas en fonction. Oui. Sauf que là, tu as la possibilité de le faire. Tu le sais. Et j'avoue que moi, face à ces arbres généalogiques, quand il en manquait plus de la moitié, non, c'était quelque chose qui n'était pas possible pour moi. Donc, il y a eu aussi un tri par rapport à ça. Et donc, à la fin, donc il m'en restait un certain petit nombre. J'ai tout imprimé. J'ai caché les photos.
parce que on a accès à une photo de enfant. Donc pour pas que Charlotte soit influencée, oui, parce que pour l'instant à ce moment-là, elle n'avait pas encore eu accès à tout ça. Donc j'ai tout imprimé, j'ai caché les petites photos et j'ai tout un soir, j'ai tout mis par terre. Pareil, je me disais non, je vais pas les classer parce elle va réfléchir, elle va se dire attends, si lui elle a mis là, peut-être que donc non, j'ai tout posé à plat par terre et je lui dis ben vas-y, à toi. Tu regardes et puis tu fais ton pseudo classement qui ressort, sachant que moi j'avais déjà quand même une petite préférence pour un. Donc j'espérais qu'il finisse quand même premier. Mais voilà, j'ai essayé de ne surtout pas l'influencer, pleine d'espoir qu'on ait le même. Et alors? Et au final, donc j'observais, et puis est arrivé le tour de celui que j'espérais, puis il est passé premier, puis après il finissait deuxième, troisième, quatrième, et je me disais oh là là, il va finir dernier. Et jusqu'au moment où elle a dit mais elle a cité une de ses caractéristiques, disant mais il est où lui? Elle le recherche, elle me dit il est quatrième ou cinquième, je sais plus. Elle me dit je sais pas, et je dis écoute, moi c'est celui-là. Voilà, je dis on va se laisser encore un peu de temps. Je dis mais honnêtement il y a quelque chose. On s'est laissé quoi 2 jours et effectivement donc c'était lui. C'était lui parce qu'au final je crois que c'est celui, il nous ressemble. Oui. Il nous ressemble dans ce qu'il aime. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plein d'informations. On a des informations. Alors, au milieu, il y a des questions qui, on va dire, qui servent pas à grand chose, du style est-ce qu'il aime les pizzas, enfin des trucs. Ça peut être important peut-être. Sauf si t'es un passionné de pizza, tout à fait. Mais il y a aussi des questions sur sa vision de la vie, il y a aussi une lettre écrite où il explique pourquoi il donne. Il y a plein d'éléments comme ça. Et lui, on s'est dit que il nous ressemblait, qu'il était amoureux de l'amour comme nous et qu'on était fait pour faire quelque chose ensemble. Ouais. Et en plus, il avait quand même tapé dans l'œil de Charlotte puisqu'elle a recité une de ses caractéristiques, tu vois. Donc finalement, même s'il était quatrième ou cinquième, il était resté quoi. C'est ça. Et même, tu vois, je repense à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la maladie. Alors, pour le coup, ce n'est pas forcément comparable, mais dans ses caractéristiques, on sait qu'il est allergique, que sa famille était allergique. Donc, ça aurait pu être un élément en disant, non, on n'a pas envie d'avoir des enfants allergiques à tout. Mais en même temps, Charlotte était allergique et je disais, comme ça, vous serez 2 dans la maison, quoi. Ce qui n'a pas loupé. Voilà. Maintenant, on y est 3 ans après, je confirme. Voilà. Oui, dans les allergies, il y a une grosse part de génétique, effectivement. Oui. Voilà. Donc on est bon comme ça. En ce moment, tout le monde éternue, se mouche, c'est merveilleux. Passer le Covid, c'est les allergies. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que ce donneur, une fois que vous l'avez choisi, je me souviens que vous commandiez paillette par paillette. Bon, en l'occurrence, vous avez fait qu'un essai, donc vous avez commandé qu'une paillette. Mais est-ce que vous aviez bloqué un nombre de paillettes ou pas? Est-ce que vous aviez envisagé de faire tous vos essais avec ce même donneur? Alors, je crois que dans notre tête, même si on avait peur que ça ne marche pas, d'un côté, on se disait que c'était forcément lui, donc ça devait marcher. Mais on s'était laissé la possibilité, oui, que ça ne fonctionne pas. On s'était dit, au bout de, je sais plus, 5, 6 essais, on s'était dit, mais après, stop, on arrête Cryos et on ira en clinique en Espagne. Voilà. On s'était pas dit, pourtant on sait qu'il est possible de ne pas être compatible. On sait très bien, chez les couples hétéros, tout fonctionne. Bien sûr. Mais le couple homme-femme ne fonctionne ça marche pas. Donc, on le savait, mais malgré ça, non, je crois que c'était quelque chose d'important de choisir ce donneur. Enfin voilà, on lui donnait cette place-là. Et donc, on voulait que ça fonctionne. Et on se dit, mais si ça fonctionne pas, on partira sur quelque chose de plus classique. On aura essayé, on aura été au bout de ce projet-là. Et si ça fonctionne pas, on ira en clinique. Et du coup, est-ce que vous aviez réfléchi à ce moment-là fratrie ou pas? Et est-ce que c'était important pour vous que si vous aviez réfléchi fratrie, ce donneur soit le même pour tous vos enfants? Oui et non.
Je crois que au moment où on a conçu Amae, donc il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, on savait qu'on voulait des enfants, plusieurs. Mais dans ma tête, c'était tellement une vie au jour le jour. C'était trop difficile pour moi de me projeter. En fait, j'arrivais à me projeter dans 10, 15 ans, me dire ah ouais, ça sera génial, on aura plein d'enfants, tout ça. Mais dans la réalité de l'instant, j'étais beaucoup trop flippée. Donc moi, j'espérais juste déjà mener ma grossesse à terme, d'avoir un bébé qui naisse en vie et en super santé, et puis prendre ce qui allait arriver en fait. Donc à ce moment-là, on a rien fait. Enfin voilà, j'ai réussi à être enceinte. On a vécu la grossesse et on s'en est arrêté là. On s'est pas projeté plus loin. D'accord. Parce que je pense que moi, j'étais pas en capacité à ce moment-là. Et je crois que des fois aussi, j'avais peur de me porter la chkoumoune, en fait, d'en parler. Comme j'avais dit à personne, sauf certaines personnes, mais par exemple sur les réseaux, personne ne savait comment avait été conçue Amae. À chaque fois, je disais non, mais tant qu'elle est pas là, j'en parle pas. Voilà, j'avais trop peur de me porter la poisse, que ça se retourne contre moi. Je me sentais dans une illégalité pas possible d'avoir fait ça. Moi, j'avais toujours peur que la police vienne toquer à ma porte en me disant Aurélia, c'est pas bien ce que t'as fait, tu vas en prison. Donc non, c'était pas c'était pas possible. J'étais là contente, enceinte. J'attendais que ça passe et puis voilà, je voyais pas plus loin. Et puis aussi parce qu'entre-temps, ce qui s'était passé aussi, c'est que nous, on avait pu être livrés à domicile, mais c'est passé au dernier moment parce que nous, Ama a été conçue au mois de février et je crois qu'au mois de juillet, ça y est, c'était terminé. Plus personne pouvait être livré à domicile. Ah ouais, vous êtes passé dans la Donc, brèche, quoi. à ce moment-là, moi, j'étais juste super contente d'avoir eu la chance, que ça ait marché vite et comme ça. Et je me disais bon, parce que là, ça y est, c'est fini, quoi. Maintenant, il n'y a plus d'autres possibilités que d'aller à l'étranger. Donc, donc je m'étais arrêtée à ça, en me disant j'ai vraiment trop de chance. Et puis plus tard, on verra parce que c'est trop loin. Oui, c'est trop loin. Et puis du coup, je sais pas si vous arriverez à avoir ce même donneur par le biais d'une clinique. Potentiellement si, par le Portugal où vous avez le choix de faire livrer, je pense. Portugal, par le Danemark aussi. J'imagine que si on va directement chez Cryos, oui, c'est vrai, par le Danemark, t'as raison. Je pense qu'on pourrait y avoir accès, effectivement. Mais non, là, l'Espagne, parce que au départ, quand donc j'ai découvert que Cryos existait, qu'on avait donc choisi notre donneur, j'avais quand même écrit à une clinique espagnole, je sais plus laquelle, en leur demandant s'il était possible, à savoir est-ce qu'ils travaillaient avec Cryos et s'il était possible de faire livrer, de passer par chez eux en ayant ce choix de donneur. Et elle m'avait répondu que non, chez eux, c'était pas possible. Donc ça m'avait aidé, aussi à trancher ce jour-là, à dire non, mais on va au bout de notre démarche avec Cryos parce qu'on est lancé. D'accord. Est-ce que à ce moment-là, vous aviez réfléchi, je suppose que oui, que ça faisait partie même des critères de choix, vous avez réfléchi à l'anonymat ou non du donneur? Oui, alors ça, c'est vrai, dès le départ, on est parti sur un donneur anonyme. Dans les différences, alors c'est sûr que dans les donneurs aux identités révélées, c'est plus cher. Ça peut être évidemment quelque chose qui a son importance. Alors ça serait très malhonnête de dire que ça en a eu une pour nous parce que c'est pas du tout le cas. C'était pas l'argent, mais on ne se voyait pas du tout partir sur un donneur entre guillemets connu. À ce moment-là, je pense que dans nos têtes, c'était nous deux les parents. Alors évidemment, c'est nous deux les parents, mais je crois que mettre une identité sur cette troisième personne qui nous permettait évidemment d'avoir Amae, je crois que c'était trop pour nous à assimiler ou je sais pas. Enfin, en tout cas, moi perso, à ce moment-là, je savais pas comment j'allais me dépatouiller de ça. J'avais aucun repère en fait autour de nous. On avait tout à construire dans notre parentalité. J'avais pas d'homo autour. Enfin, voilà, on a grandi dans un monde très rural.
Donc j'avais pas de modèle, j'avais rien, je savais pas vraiment où on allait. Enfin, j'avais une idée, mais honnêtement, tout était à faire et à ce moment-là, on s'était aussi, je pense, basé sur cette idée que on passait par clinique et que on n'avait pas le choix, que c'était inconnu et qu'on y va tout droit, c'est comme ça quoi. Là, je crois que ça nous rassurait de partir dans ça, comme si ce qui peut paraître très bête, hein, parce que il allait pas venir un jour toquer à la porte en disant coucou, c'est moi, hein. Mais ce truc un peu irrationnel de se dire ouais, mais s'il y a une identité révélée, bah à tout moment il va entrer dans notre vie. Voilà, je crois que J'ai les mêmes craintes que toi. avant la conception, c'était trop pour moi. Mm. C'est parce que la grossesse, la conception, tout ça est déjà tellement inconnu que j'avais l'impression de venir me rajouter une couche de choses à gérer et à ce moment-là, je pense que parce qu'on sait pas non plus notre place de parent. Enfin, c'était trop d'inconnus, trop de choses. Donc, je crois que la facilité à ce moment-là, c'était de se dire ouais, non, anonyme, c'est bien anonyme. C'est au moins on est à peu près sûr. C'est ça. Parce que autant j'étais contente de pouvoir choisir ses qualités, ses défauts, quoi. Autant avoir une identité, ben ça devenait trop réel. Voilà, j'avais trop peur de ça, je crois en fait. Ça devenait une troisième personne. Ouais. À part que aujourd'hui, non, j'ai une toute autre vision. Alors bien sûr, s'il fallait recommencer, on referait pareil, hein, parce que c'est quand même grâce à lui que Amae est là. J'ai un respect incommensurable pour ce mec. Sûrement que je l'idéalise beaucoup trop aussi. Mais c'est pas grave parce que c'est trop bien l'enfant que nous avons fait, donc elle est trop géniale. Mais aujourd'hui, je me dis si par je ne sais quel moyen un jour il entrait dans notre vie, parce que j'ai déjà eu cette discussion avec certaines personnes qui me disaient maintenant, avec Internet, il est pseudo-facile de chercher un peu ses origines, de faire des thèses, faire des trucs. J'en sais rien. Est-ce que un jour, Amae aura le besoin de chercher? Enfin, je sais pas. Je sais pas comment tout ça continuera, mais en tout cas, si cette tierce personne importante dans nos vies venait à apparaître, ça serait pas la panique. Parce qu'aujourd'hui, je sais la place de chacune. Enfin, on a chacune notre place. Nous sommes les deux mamans d'Amae. Tout fonctionne et même si il y a cet homme qui existe et qui venait à entrer dans nos vies, enfin, c'est pas un problème quoi. Oui, c'est pas quelque chose qui me fait peur aujourd'hui. Et puis je pense que beaucoup de choses tu vois, enfin il y a quand même beaucoup de choses qui paraissent, tu le disais, hein, complètement utopique dans nos grossesses, tu vois. Enfin, c'est très très flou, surtout au début, quand on n'y connaît rien. On a vraiment l'impression que il y a des choses qui peuvent se faire, alors qu'en vrai, maintenant qu'on est informé, on se rend bien compte que non. Je veux dire, la protection, elle est là, surtout maintenant, et qu'il y a pas moyen qu'on nous prenne notre place. Soyons clairs. C'est ça. Donc ouais, mais enfin, je comprends complètement tes craintes. Pour le coup, j'ai eu vraiment les mêmes. Ces peurs, ouais. Il y a toutes ces peurs du avant. Enfin, du avant conception et une fois qu'on est lancé, on va dire jusqu'à l'accouchement et ce postpartum où quand même il nous faut du temps hein, pour faire connaissance, créer ce lien, tout ça. Le temps de trouver que chacun trouve sa place en fait. Mais avant ça, moi j'avais l'impression que j'étais obligée, de paraître sûre de moi. Ouais. Parce que je me dis j'aurais pu me permettre éventuellement d'en parler à des proches en qui j'ai confiance, leur dire je sais pas, selon toi t'en penses quoi et tout. Mais en fait on n'a jamais fait ça parce que moi je le vivais comme si tout le monde attendait que qu'on soit super sûr de nous quoi. Comme si voilà, vous avez fait le choix entre guillemets de fonder votre famille. Alors c'est que ok, vous êtes adulte, vous assumez vos choix, vos responsabilités. Et j'avais l'impression que si je débarquais avec mes questions et mes doutes, on allait me dire mais est-ce que vraiment t'es sûre, c'est une bonne idée? Voilà, je crois que j'avais peur aussi qu'on remette en question mon désir d'enfant en me disant oui, t'as pas choisi plus simple. Voilà, je crois que j'avais peur aussi de ces réactions-là et donc au final, j'ai préféré rester seule avec mes interrogations et mes peurs
qui je sais aujourd'hui sont légitimes, mais à ce moment-là, comme j'en entendais pas forcément autour de moi, je me disais ouais Aurélia, encore une fois, tu réfléchis beaucoup trop, t'es trop allumée, t'es la seule à te torturer l'esprit et alors qu'au final, je pense que On est toutes beaucoup pareilles. passent par ces interrogations. Il y a aucune certitude dans la maternité et dans l'accès à la parentalité, soyons clairs. Mais à ce moment-là, j'avoue que j'ai préféré faire l'autruche, être dans mon truc et dire attends, dis rien, avance, sois sûr de toi et puis ça va aller. Et oui, ça va très bien. Ça va très bien, mais en vrai, voilà, ça va très bien, mais ouais. Et d'ailleurs, t'as pas eu cette moi j'avais eu cette crainte-là avant la naissance de Juliette. J'avais vraiment peur. Tu vois, je faisais moi j'avais aucune donnée sur le physique du donneur, je ne savais rien du tout. Normalement, ils étaient censés s'être calés à Aude. Bon, petit loupé sur voilà. Bon, moi je dis ça voilà. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, j'avais qu'une peur en fait, c'était que je ne vois dans ma fille que les critères du donneur en fait, tu vois. Donc je me suis dit je vais pas reconnaître mon enfant parce que je vais y voir quelqu'un que je ne connais pas. Or, il s'avère que justement c'est l'inverse qui se passe. Je sais pas si toi ça t'a fait ça aussi. Ouais, j'ai eu très peur. Alors, moi je suis partie dans de très très grands délires. Donc je vais te raconter ça parce que je pousse quand même très très loin mon délire. C'est que j'ai eu j'avais peur que ma fille naisse et qu'elle soit noire. Alors pourquoi noire? C'est pas la couleur qui est problématique, mais ça aurait été la preuve pour moi qu'il y aurait eu erreur sur l'envoi des paillettes. Ouais. Et que par conséquent, mon enfant à qui j'aurais donné vie n'était pas l'enfant attendu, du donneur qu'on avait choisi. Ouais. Donc ça m'a pris du jour au lendemain, où j'ai commencé à me dire non mais attends, t'étais enceinte? Oui. Ah oui, non mais alors ça c'est les craintes de femmes enceintes. Ah oui. Évidemment. Évidemment. Non, parce qu'avant ça, j'ai pas pensé une fois qu'ils aient pu se planter dans les paillettes. Non, mais parce que t'as une rationalité différente quand t'es enceinte et quand t'es pas enceinte. Et donc là, j'étais en plein délire. Et donc, j'avais peur de ça. Donc, je l'ai dit à plein de proches en disant, oh, non, mais j'ai trop peur que quand elle naisse, cet enfant soit noir. Il me dit, mais de toute façon, tu l'aimerais quand même. Mais oui, mais quand même, c'est pas elle que j'attends, en fait. Donc, je suis partie dans un trip comme ça, mais jusqu'à la naissance. Donc, Ama est née, je l'ai observée en me disant, t'es sûre? Elle est pas foncée. Et on m'a dit, non, mais elle est rouge autant que toi, t'es blanche parce que elle a été à terme et elle t'a tout pompé. C'est tout, mais j'étais là, non, mais t'es sûre, Voilà. Et j'avais besoin, de me sécuriser sur ce truc que je me suis délirée pendant toute ma grossesse. Donc, au départ, en fait, je me suis dit, OK, on est bon. A priori, on est bon. Mais en même temps, j'avais besoin, comme toi, de trouver dans ma fille des traits, mais les miens, quoi. Ouais, tes J'avais ressemblances. besoin de ça et même dès les échos en 3D, je me rappelle, je cherchais le profil, voir si je me rappelle avoir demandé à ma mère de m'envoyer une photo de moi à la naissance, voir est-ce qu'éventuellement il y aurait un petit profil similaire. Enfin, j'avais besoin de chercher des traits pour me rassurer, me dire que c'était bien la mienne. Évidemment, c'était la mienne, elle était dans mon ventre, mais tu vois, ce truc un peu irrationnel, j'avais besoin de ça. Et dès la naissance, je cherchais en elle tout plein de traits. Alors j'ai été pseudo vite rassurée parce que même si je voyais pas mes traits à moi, je voyais ceux de ma mère, ceux de ma sœur. Voilà, Amae, elle a vraiment ce haut du visage de ma famille maternelle. Donc ça me rassurait. Ce qui en soi, encore une fois, est bête parce que je veux dire, c'était bien mon enfant, donc évidemment qu'elle pouvait ressembler à ma famille. Mais voilà, ça me faisait quand même du bien de le voir. Et en grandissant, je vois bien que Amae ressemble à son donneur. Ah ouais, elle a elle a le bas de son visage. C'est évident parce que c'est joli, sa jolie bouche, son menton, son petit nez et tout. Enfin, c'est pas de chez moi tout ça. Et je la reconnais. Enfin, sur la photo qu'on a de lui petit. Oui, voilà. En fait, toi, t'as aussi la photo, donc ça biaise. Et oui. Ouais. Et cette photo, il devait avoir, je sais pas, peut-être 1 an et demi sur cette photo, je dirais. Et oui, mais on y est. Elle a ce bas de visage. Et en fait, maintenant, mais ça me rassure
encore plus parce que je me dis, on est bon, c'est bien lui. C'est quoi. bon, j'ai une preuve. On est bon. Donc c'est bon, Amae est bien l'enfant que nous avons désiré, attendu. Il n'y a eu aucune erreur sur rien, quoi. Et alors qu'au départ, je cherchais justement à m'assurer qu'elle me ressemblait bien, que c'était bon, que je me reconnaissais en elle. Et aujourd'hui, je suis super contente de voir c'est bien un mélange de tout le monde. Et mais ça me renvoie au fait aussi que chez les hétéros, tout le temps, tout le monde leur demande alors, il ressemble à qui, à papa, à maman. Enfin, c'est dingue, ce besoin qu'on a de chercher des ressemblances dans chaque nouveau-né. C'est que ça doit nous rassurer, nous humains. Mais je pense que c'est ça, c'est une histoire de réassurance. Mais en soi, je crois que j'avais besoin à sa naissance de pouvoir répondre que je savais à qui elle ressemblait. Et ça me rassurait de dire, bah oui, elle ressemble à ma mère, elle ressemble à ma sœur. Ouais, je crois que ça m'a enlevé quelque chose, quoi. Ça m'a enlevé un poids. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire qu'elle ressemble à ma famille, mais aussi à son donneur, et qu'elle est très belle, évidemment, cet enfant. Donc, qu'on a fait un super boulot. Très heureuse du résultat. Et du coup, est-ce que tu crois que que vous pourriez, même si on sait que c'est délicat, mais est-ce que tu crois que vous pourriez avoir ce même donneur ou pas je suppose que c'est une réflexion que vous avez dû mener si vous me faisiez un deuxième enfant. Ouais, alors si la chance est de nouveau de notre côté, comme pour la première fois, on espère pouvoir avoir d'autres enfants avec ce donneur. Donc pour ça, on a fait ce qu'il fallait. On a réservé des paillettes. Donc il y a des paillettes qui nous attendent au Danemark. Ah, mais donc vous avez fait le job, mais après, je suppose du coup. Et oui. Mais alors pour ça, on a vécu une période de grand stress, et des histoires de fous. Parce qu'en fait, je vais essayer de te raconter ça de façon concise et claire. Si c'est pas clair, je poserai des questions. Parce que dans la réalité, ça a été un tel bordel que waouh, c'était fou. Ouais. En fait, depuis la naissance d'Amae, j'ai toujours le site de Cryos ouvert sur mon ordinateur. Voilà. Non, c'est vrai? Ah, si, là, à côté de ta page, il y est, hein. Donc, dingue. Toujours. Et régulièrement, j'active. Enfin, je réactualise la page. Ouais. En gros, pour voir s'il y a toujours du stock. Donc, en fait, après la naissance, régulièrement, F5, on réactualise et on voit que, ok, c'est bon, il en reste. À part que vers novembre 2020, Amae venait de faire 1 an, je réactualise et là, je vois que le stock a chuté. Mais vraiment un truc... drastique. Ouais, là, tu te dis, il y a une clinique qui est passée par là et qui a acheté un énorme stock parce que c'est pas du particulier. Donc là, petit coup de stress parce que nous, à ce moment-là, on n'avait pas pour projet d'avoir un deuxième enfant. Enfin, oui, mais c'était lointain, quoi. Prochain mois, enfin voilà, un jour, mais pas là, quoi. Donc j'en parle à Charlotte, je dis écoute, là c'est en train de chuter, mais je pense que il va falloir qu'on en réserve parce qu'il est hors de question, ce n'est pas envisageable pour nous qu'on se retrouve un jour en disant c'est parti, partons pour la conception d'un deuxième et qu'en fait il y ait plus d'honneur. Ouais. Donc là j'en parle sur un groupe Facebook parce que j'en avais déjà parlé sur le premier épisode, le premier podcast qu'on avait fait. J'avais connu Cryos donc grâce à quelqu'un sur Insta qui m'avait invité à rejoindre un groupe Facebook, un groupe qui est privé où on est très peu sur ce groupe et on se donne régulièrement des nouvelles parce que on est plusieurs à avoir eu des enfants sur la même période en fait il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ce jour-là, je mets un message sur ce groupe en disant écoutez, voilà, Amae a 1 an. Je check régulièrement le Cryos et là je vois que le stock a chuté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais plus exactement. On va dire qu'il en restait 6 de motte 20, un truc comme ça. Je dis d'après vous, qu'est-ce que je fais? Combien j'en achète? Enfin, stratégiquement, qu'est-ce qu'on fait de ce truc, quoi? Donc on discute. Tout le monde donne un peu son avis et tout parce que financièrement c'est pas donné non plus. Donc on finit par trancher avec Charlotte. On se dit mais ce mois-ci on en achète 3, on réserve et puis le mois prochain s'il en reste,
on ira acheter un peu ce qui reste pour s'assurer, quoi. Parce qu'on se disait, on veut pas que ce soit l'argent qui décide de la Bien future sûr. fratrie, en fait. C'était trop Bien sûr. difficile à envisager. Donc, on a dit, bon, mais c'est pas grave, vas-y, on achète. Et puis, on verra comment on se dépatouille de ça plus tard. Parce qu'on achète en sachant pas comment pouvoir les réceptionner. Enfin, on n'a aucune idée de la suite. Mais on se dit Bien sûr. juste que c'est pas possible qu'on se retrouve sans rien avec juste Amae. Et est-ce que tu peux relâcher ton stock si jamais tu n'utilises pas tout? Oui, il me le rachète. Ah super, ok. Il rachète à 75% du prix initial, je crois, un truc comme ça. D'accord. Oui, bon, ce qui est très honorable, on va dire. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, c'est Tu prends déjà moins de préparé. risques. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc on part sur ça. Et en fait, en parlant de ça sur ce groupe Facebook, il y en a plusieurs qui disent, oh là là, j'avais pas pensé. Attends, je vais aller voir les miens aussi. Ok, très bien. Donc on se met tout un petit coup de pression comme ça, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte, oui, que les stocks de tout le monde chutent en fait. Et donc ça inquiète un peu tout le monde à ce moment-là. Donc moi j'achète, je fais ma commande, tout ça, hop hop hop. Les jours passent, je suis toujours pas débitée, ça apparaît toujours pas sur mon espace. Donc là ça commence à être un peu le stress parce que pendant ce temps, moi je vois que sur le stock il y a plus rien. Et puis d'un seul coup, je reçois un message sur Messenger d'une nana du groupe en fait avec qui je parle aussi régulièrement, qui s'appelle Hélène. Qui m'écrit parce que pareil, elle a une première fille, pareil, qui a 15 jours de moins qu'Amae, de plus. Enfin bref, elle m'écrit, elle me dit, oh là là Aurélia, je viens de voir ce que tu as dit sur ton donneur. Et j'avais peut-être écrit, il reste 10 mots de 30, tant de mots de 20, je sais pas quoi. J'avais mis du à peu près en fait sur le message, et elle me dit, c'est énorme parce que moi, mon donneur, à un chiffre près, on a les mêmes... les mêmes restes de stock, quoi. Et là, genre là, panique à bord. Elle me dit, t'imagines si on a le même? Ah, j'ai dit, non, j'imagine pas du tout. En fait, ce n'est pas envisageable, en fait. Et surtout quand nos enfants avaient 1 an, ça fait plus d'1 an et demi qu'on discute régulièrement ensemble, donc on s'envoie des photos de nos enfants. Enfin, on se ressemble absolument pas. Donc non, quoi. Donc et c'était elle pas me possible. dit, ouais, non, c'est pas possible, quoi. Mais elle me dit, écoute, pour s'enlever le doute, elle me dit, moi, ça me pose pas de souci, je peux te donner le nom de mon donneur. Donc je lui dis, non, mais attends. Et puis j'en parle à Charlotte et je lui dis, alors je lui dis, moi, j'ai pas envie de savoir, mais en même temps, maintenant, il y a un doute. Maintenant, c'est ça. Et il est hors de question qu'on reste avec un doute. Je me vois pas, si un jour Amae nous demande, oui, est-ce que vous savez si, et qu'on dise, ah ben oui, peut-être qu'une fois on a eu un doute, mais comme on avait peur, on n'a pas osé savoir, quoi. Non. J'ai dit à Charlotte, on est obligé. Et je dis, et franchement, je le sens pas, le truc. Donc, ouais, t'avais le doute. Donc super courageuse, je lui dis, vas-y, donne-moi la première lettre. Parce que vous aviez le nom du donneur? Alors non, mais ils ont des pseudos, noms de code, quoi. D'accord. Ah là là, elle me donne la lettre, on a la même. Ok, d'accord. Je lui dis, c'est en temps de lettre. Elle me dit oui. Oh là 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 là. Putain, les résultats du loto, quoi. Ah ouais, mais horrible. Et donc, je finis par balancer le nom entier, quoi. Et elle me répond, bah oui. Et là, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Sans déconner. Dis, sur un même groupe où vous êtes combien? Je sais pas, 20. Oh la vache. Rien, enfin, pardon, mais... ouais, horrible. Donc qu'est-ce que t'as fait de tout ça? Qu'est-ce que t'as fait de cette info? Donc là, panique à bord. Là, j'ai beaucoup rigolé de nerfs. Alors là, mais tu m'étonnes. Moi qui suis dans le contrôle plus de toute ma vie, là, je me retrouve avec cette grosse patate qui m'arrive dessus. Je me dis, mais c'est quoi ce chantier, quoi? Et en même temps, c'est trop tard. On y est. Enfin, il faut que je me débrouille vite de cette histoire. Donc là, panique à bord. Donc avec Hélène, on en parle. Mais elle est vachement plus cool et apaisée que moi. Direct, elle me dit, non, mais tranquille. Enfin, on n'est pas, comment dire? C'est pas qu'on n'est pas liés. On n'est pas une famille. Enfin, nos enfants, certes, sont liés par leur donneur, mais c'est bon. Enfin, tu as ta vie, j'ai la mienne. No panique. Vas-y, respire. Enfin, ça va aller. Moi, enfin, j'ai passé une après-midi de feu. Voilà, il fallait que j'arrive à assimiler cette chose. Putain, donc, j'ai appelé ma sœur, mes meilleurs potes, en disant non, mais vous savez pas quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai ratissé autour en disant non, mais c'est un truc de fou qui nous arrive. Et en fait, très étonnamment,
Je l'ai assimilé très très vite. Et c'était plus la panique en moi. On en a parlé avec Hélène. En fait, on a la même vision de beaucoup de choses, je pense. Confortée par nos copines en commun qui nous disent qu'effectivement, on a beaucoup en commun, toutes les deux, sans le savoir, en plus du même donneur. Donc, je crois que ça m'a rassurée, le fait qu'elle me dise qu'elle attendait rien de nous. Enfin, voilà, qu'on allait laisser du temps aussi pour avaler tout ça et savoir ce qu'on allait en faire. Et en même temps, elle me dit, mais heureusement qu'on le sait parce qu'Hélène, en fait, elle habite pas très loin. Non, mais en plus. Et ouais, parce qu'elle s'était dit, ça serait bien qu'on se rencontre pour avant de savoir qu'on avait le même donneur. Donc elle me dit, bon, finalement, heureusement qu'on le sait parce qu'on va peut-être pas se rencontrer là. Enfin, voilà, il nous fallait un temps d'assimilation, Ouais. Donc on a laissé du temps. On s'est écrit régulièrement et en même temps, je crois que ça a été plus fort que nous parce qu'on a commencé à se poser des questions forcément sur nos enfants pour trouver des points communs. Bah oui, il y a un moment où t'as la porte ouverte, enfin forcément. Ah ouais. Donc on s'est envoyé un peu plus de photos, on a parlé des personnalités de nos filles respectives et en fait les mois sont passés, on a continué comme ça, donc on continue à s'envoyer régulièrement des messages et en fait ce qui est encore plus fou parce que évidemment ça s'arrête pas là, c'est que deux choses à l'époque. Donc, quand on a conçu Amae, donc en intra-utérin, on a été aidés, entre guillemets, par des personnes qui nous ont fourni un protocole à suivre pour faire cet acte médical. Ce protocole, la personne qui l'a écrit, c'est Hélène. C'est Hélène non, sans déconner. Sans rire. Hélène, en fait, elle nous a rédigé le protocole pour le respect du champ stérile, de tout le matériel qu'il fallait, de comment poser la sonde, enfin tout, sous format écrit. Parce qu'en fait, elle aussi, elle le fait, elle a fait elle-même, sa petite fille, elle l'a fait elle-même comme une grande. D'accord. Donc en fait, voilà. Donc c'est Hélène qui nous avait transmis le protocole à suivre pour réaliser cet acte. Donc nous, donc c'est grâce à elle aussi que Amae est là. Bah oui, bien sûr. Et en fait, tu sais, au moment où on a réservé les paillettes sur Cryos, enfin les dernières là quand le stock a chuté, moi j'ai eu un souci sur le site, ça buguait. J'avais pas comment dire. Je me suis retrouvée pendant un moment où moi j'avais rien dans mes réserves. Et Hélène, de son côté, elle avait son stock. Donc là, à ce moment-là, on savait donc que nous avions le même donneur. On a donc décidé, à partir de là, on a élaboré une nouvelle stratégie. Nous avons décidé et nous considérons que c'est notre donneur à nous et que par conséquent, on devait tout faire pour que les paillettes nous appartiennent et que on ait nos enfants comme on l'espère. Donc on s'est dit qu'on allait acheter un maximum de paillettes de ce qui restait. Et à ce moment-là, donc oui, moi j'ai eu ce bug. On a eu Cryos au téléphone et à un moment donné, en fait, on n'arrêtait pas de les appeler parce que ça buguait, parce que elle, ça marchait, moi j'avais rien. Bref, on s'en sortait pas. Ça a duré 15 jours cette histoire. Jusqu'au jour où Cryos m'appelle. Donc il m'avait mis dans mon stock, ça apparaissait que j'en avais 6, je crois. Donc ok, très bien. Un jour il m'appelle, il me dit Madame Gna, on est désolé, on a été en quelque sorte checker les stocks et en fait il y a une erreur sur le nombre. Donc vous avez acheté des paillettes qui n'existent pas. Ah merde, enfin mince. Et donc pardon. là, donc là, panique à bord. Je dis non, mais c'est-à-dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ils me disent non, mais vous inquiétez pas, on en a pseudo retrouvé, mais moi j'avais peut-être acheté des mottes 10. Donc il existe des mottes 10, des mottes 20, des mottes 30 et 50 aussi, je crois. Ouais.
Et elle me dit, voilà, donc sur vos 3 modes 10 que vous êtes censés avoir, il nous en reste qu'une. Mais on a trouvé des modes 30, donc les 2 que vous avez payés et que en fait on n'a pas, à la place on vous les échange avec 2 modes 30 et on vous fait pas payer le surplus. La différence. Ok, super, bon, ça va. très bien. On se dit, Du allez, coup, il en c'est bon, restait on a une en gagné mode 30. ça. Ouais, non, mais c'est ça. Donc on se dit, allez, on est bon. Vous êtes sûr, hein, vous avez bien compté, on est bon. Ok, donc on se quitte comme ça après plusieurs semaines de galère. Les mois passent, donc j'ai toujours mon petit site Krios ouvert où régulièrement je vérifie qu'il ne m'ait pas perdu mon stock, je vérifie les dates parce qu'il faut toujours payer hein, pour garder. Pour conserver, ouais. Tout, voilà. Ça, tu peux me donner un ordre d'idée du coût de la conservation? C'est plus énorme. Hein. Je crois qu'on est, je sais plus si c'est 150 ou 200 peut-être pour l'année. D'accord. J'ai la possibilité hein, de payer peut-être pour 10 ans, mais comme ça représente une somme importante, je préfère en fait lâcher un peu chaque année. Ouais, je comprends. Voilà, c'est moins difficile à sortir, surtout qu'à ce moment-là, donc en novembre 2020, quand c'est la grosse panique et qu'on se décide à acheter ce qui reste, tellement prise par la peur qu'il n'y ait plus jamais rien, on a lâché 5 000 euros pour avoir une réserve, quoi. 5 000 euros, mais c'est quoi le coût d'une paillette? Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'une année sur l'autre, ça augmente, hein. Donc là, ça commence à, là, c'est voilà. Mais au final, maintenant, on en a 9. On en a 9, ouais. Donc je sais pas. Oui, on divise par 9, quoi. Ouais, oui. Mais il y a plusieurs modes, mais en gros, ouais, à la fin, on leur a lâché pour Noël 5 000 euros, quoi, pour s'assurer, dans l'espoir de s'assurer la. Faut les avoir, quoi. Ouais, c'était dur, c'était un choix compliqué, hein. Parce tu que m'étonnes. oui, il faut les avoir. Ça sous-entend qu'on a laissé les dernières économies. Hein. Oui, c'est ça. C'est d'autres projets qui ne se font pas, quoi. Exactement. Mais dans l'idée, c'était pas possible d'envisager que, voilà, qu'il n'y ait plus rien de se dire si on avait eu l'argent. Non, c'est ça, c'était pas possible. Enfin moi dans ma tête, non, c'était pas possible. Ouais, je comprends. Voilà, j'étais prête à aller chercher de l'argent où il fallait, mais voilà, il fallait qu'on puisse réserver pour me rassurer. Et donc les mois sont passés. Et puis est arrivé le moment où Hélène a décidé de concevoir un deuxième enfant. Donc parce qu'on se tient toujours au courant, bien évidemment. Et donc premier essai, deuxième essai. Et puis moi dans ma tête, ça me trotte que grâce au bug qu'il y a eu en novembre 2020, moi j'ai quand même 2 paillettes en mode 30 au lieu de mode 10. Super qualité, quoi. Voilà, juste parce que avec Hélène, on a commandé en même temps et que ça a créé un bug sur le site et que j'ai eu la chance que ça tombe sur moi et que c'est moi qui suis gagnante dans cette histoire. Donc à ce moment-là, Hélène elle en est à son deuxième essai et je lui dis écoute, si au prochain ça fonctionne pas pour toi, moi, tu me le dis, mais je t'enverrai une mode 30 parce que je considère que de toute façon, on est liés et que j'ai eu de la chance sur ce coup-là et que en plus, ils m'en ont donné 2. Donc pour moi, il serait normal qu'on te laisse une mode 30. Enfin, j'en ai bien évidemment parlé avec Charlotte et on était OK. Et puis, après tout ce qu'elle avait fait aussi pour nous, enfin voilà, on se disait, il faut le faire. Donc, est arrivé, deuxième essai, un échec. Arrive le troisième, je lui dis, tu veux pas? Elle me dit, OK, on y va. Donc, on a fait en sorte qu'elle récupère une de nos paillettes, donc une mode 30. Et bien évidemment, elle est enceinte grâce à cette paillette. Oh, c'est trop chou. C'est, ouais. Et le sens de la vie. Exactement. Donc, nous voilà liés depuis le départ sans le savoir. Et maintenant, on essaye de faire en sorte d'en faire quelque chose de bien. Oui. De cette histoire. Oui, clairement. Et c'est une histoire de dingue. T'imagines sur le nombre de donneurs sur Krios. Improbable. Possible. Sur le nombre de personnes qui font des essais, qui achètent, que vous vous retrouviez dans le même groupe où vous êtes très peu nombreuses. Non, mais c'est un truc de dingo. Oui. C'était une histoire, de fou.
on hallucinait de se dire, mais attends, mais c'est quoi encore cette histoire de taré qui nous tombe dessus, quoi? Il y a qu'à nous, et en même temps, on se dit que c'est ouf, que c'est trop bien. Enfin, c'est une histoire de fou pour nos filles. Non, mais c'est une histoire de fou pour vos filles. Et puis, enfin, tu vois, au niveau, envoi de la vie. Waouh. Ouais. Là, t'as un bon message qui est passé, là, je pense. Je pense que cette personne ne peut pas sortir de ta vie, tu vois, pas comme ça, en tout cas. C'est ça. Donc, non, on est liés. On est liés, encore pour un long moment, je pense. On a fait, justement, tu vois, au début, parce qu'on s'est demandé, enfin, moi avec Charlotte, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Comment on gère maintenant l'histoire d'Amae, en fait, parce que c'est bien joli sur le papier, c'est une folle histoire, mais dans la réalité, on en fait quoi? En fait, on s'est dit que on a décidé, alors on n'est pas encore positionné à 100%, mais j'y travaille de trouver un mot pour les lier à toutes les deux, parce que évidemment, si on en parle à des gens qui vont faire directement des très grands raccourcis, et à coup sûr, on va nous dire, ah, eh bien, elles sont demi-sœurs. Voilà. Ça, on le veut pas. Ou sœurs, tu vois, en raccourcissant encore mieux, plus. encore mieux, le rêve. Voilà. Donc ça non. Et d'ailleurs, vous n'avez pas prévu de vivre tout ensemble, par hasard? Évidemment, en communauté, trop bien. Voilà, en tribu. Génial. Je vais lui proposer. Je pense que ça peut être sympa. Oui. Donc pour éviter ça, parce qu'on s'est dit que bien évidemment, mais c'est sûr, ça va arriver. Comme Amae connaît son histoire, on lui cachera jamais ça. D'ailleurs, on a des photos, on a déjà des photos de Hélène avec sa fille dans l'album photo d'Amae au milieu de tout le monde, et comme ça fait partie déjà de son quotidien. Ah oui, c'est chouette. Mais on a décidé de trouver un nom pour pouvoir nommer leur lien. Alors, d'où ce qui est un peu compliqué, parce que évidemment, ça peut pas être un mot français, parce que tous les mots français, ils ont des significations, hein, et il n'existe pas un mot français pour dire nous sommes liés par le même donneur. Donc, à nous d'inventer ce mot. Donc, on est parti sur le dictionnaire danois, essayer de trouver un mot qui soit prononçable. Ouais. Et qui veuille pas dire un truc qui n'aurait rien à voir, quoi. Donc on fait nos petites recherches. Moi, je suis positionnée sur un mot qui veut dire chance, parce que au final, quand on parlait, j'arrêtais pas de dire non, mais en fait, rends compte, c'est trop une chance. Et donc j'ai été voir côté danois comment on disait ça. Donc on y travaille, on cherche ce mot pour que ça puisse faire partie du vocabulaire d'Amae rapidement. C'est plus difficile pour nous parce qu'évidemment, comme c'est un mot en danois, déjà la prononciation, puis le fait que ça veut pseudo rien dire en français, c'est un peu compliqué à utiliser. Mais j'essaye de dire aussi à Charlotte que Amae, si c'est intégré dans son vocabulaire dès maintenant, elle va pas sentir de différence. On veut qu'elle puisse elle-même répondre plus tard, si elle venait à raconter son histoire comme ça, parler de Rose, qu'elle dise Rose, c'est ma parce que je voudrais pas que les gens fassent eux-mêmes des raccourcis en disant mais en fait Rose c'est ta sœur. Non, c'est pas sa sœur. Je veux qu'elle puisse la répondre. Non, Rose c'est ma Donc nous travaillons sur ce mot pour pouvoir le rentrer dans son vocabulaire incessamment sous peu. Ouais. Et voilà, pour que ça puisse faire partie de son histoire et que ça soit qu'une formalité, quoi, un truc vraiment un non-sujet pour elle, et qu'on avance avec ça, malgré que nous, ça nous est clairement chamboulé le jour de cette découverte, évidemment. Mais on a envie, que ça soit quelque chose de pseudo banal pour elle, en fait, à vivre, et que ça soit juste son histoire, et que c'est cool, et que c'est trop, qu'elle a trop de la chance, et que voilà. C'est une histoire de dingue. Je t'avoue que, tu vois, depuis tout à l'heure, là, je réfléchis à ce que je ferais de ce genre d'informations, même si j'ai très envie d'arriver à avoir plus d'infos sur les donneurs de mes enfants, parce que nous, vraiment, on a que dalle. Je sais pas ce que je ferais de ça. Vraiment, je sais pas ce que je ferais de ça. Je pense que j'aurais moins peur qu'il y a quelques années, justement, de cette histoire de place, de position. C'est chaud, hein. Ouais. Oui. Très, très chaud. Et puis,
Et puis tu vois, enfin, tu rentres pile dans la faille des gens qui te disent, oui, mais tu te rends compte, si on limite pas le nombre de donneurs, enfin le nombre d'enfants par donneur, ils peuvent se marier entre eux, tout ça. T'es là, mais non, en fait, ça peut pas arriver. Et là, il s'avère que, paf, le rapprochement, il est là, quoi. C'est ça. C'est dingue, c'est dingue. Et enfin, Ouais. bon, je sais pas ce que je ferais de ça. Oui. Et en même temps, moi, ça m'a permis, voilà, de changer aussi ma vision par rapport aux donneurs. Tu vois, comme si ça mettait un coup de réalité, quoi. Mais c'est ça, en fait, ça te met dans la réalité de quelque chose qui te semblait impossible, en fait. Et finalement, si, c'est possible. C'est ça. Et en même temps, t'as cette histoire qui rentre, mais ça vient pas toucher à nos places à chacune, tu vois. Oui, bien sûr. À nous deux mamans et notre fille, tu vois. C'est à ça. La différence de voilà du donneur à l'identité révélée qui éventuellement entre dans la vie en tant qu'adulte et cette part de génétique. Là, on est sur autre chose. Donc, je crois qu'il y a ça en moins. Il y a ce point en moins. Là, on est sur nos enfants. Ouais, non, quoi, c'est autre chose. Ouais, mais complètement. Qui sont liés. Mais c'est très perturbant parce qu'en plus on a un visage dessus. Enfin, c'est vrai, quoi. C'est ça. Et je suppose que forcément, enfin, d'ailleurs, je crois que tu l'as dit, le premier réflexe, c'est de regarder les ressemblances. Elles se ressemblent pas, mais finalement, c'est quand même un réflexe qu'on a tous. Et maintenant qu'on le sait, on y trouve des petits points communs, bien évidemment. Mais au départ, en fait, c'est quand tu cherches pas, quand tu les cherches pas, tu vois pas les ressemblances avec les gens. C'est tout le temps pareil. Mais dès que tu te dis, je dois en trouver, oui, bien sûr, elles ont la même bouche et oui, elle aussi, elle a pris le bas du donneur. Il doit avoir des gènes de bas de visage assez forts. Ouais. Non, elles ont cette petite bouche comme ça et tout. Non, c'est sûr. Pas de doute. Elles non plus. Pas d'erreur sur les paillettes reçues. Hein. On est bon. Ouais. Eh ben, écoute, vraiment, c'est une histoire de dingue. Je te remercie vraiment beaucoup, Aurélia, de me l'avoir confiée. Je ne sais pas comment nos auditeurs vont recevoir ça et si ça va pas creuser un peu d'inquiétude chez certains ou rassurer d'autres, tu vois. Mais waouh, c'est vraiment une histoire de dingue. Parce que je pense que ça peut être super flippant. Honnêtement, moi, si j'avais écouté cette histoire, je pense que je me serais dit non, mais j'espère ne jamais vivre ça. Ça fait presque, tu sais, téléfilm sur M6 un jeudi après-midi un peu glauque. Réunion, je vois. Tu vois, au parc, le truc, enfin vraiment, pas du tout mon délire, quoi. Oui, mais c'est clair que ça fait très scénario pour le coup. Ah ouais, c'est too much, hein. C'est vraiment too much. Mais c'est réel et quand tu y es dedans, si j'avais dû m'imaginer le vivre, je pense que j'aurais dit mais c'est la panique, j'arriverai pas à survivre à un tel chamboulement. Et en fait, une fois qu'on y est, on n'a pas d'autre choix que d'avancer et de faire en sorte de transformer ça. Parce qu'au début, c'est choquant. Au début, je me suis pas dit c'est trop bien, c'est une trop chouette histoire. Au début, je me suis dit non, mais c'est quoi ce merdier, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est pas l'histoire que j'ai prévue pour ma vie, pour ma fille. J'avais pas prévu ça, quoi. Et au final, toujours pareil. Une fois qu'on a les pieds dedans, on est obligé d'avancer et de transformer la chose en quelque chose de chouette, parce que réellement, au final, c'est trop bien et elles décideront elles de ce qu'elles en font de cette histoire. Et je pense que qu'elles vont avoir des trucs chouettes à vivre. Au final. Je pense. Elles ont forcément, tu vois, elles ont forcément un lien, quel qu'il soit, il y aura un lien. C'est ça. Après, elles en font maintenant, c'est ça. Elles seront maîtres de cette histoire. Nous, en tout cas, jusque-là, on essaye d'en faire quelque chose de bien en tant que parents, à notre hauteur. Et puis après, elles feront leur popote quand elles seront plus grandes. Mais je crois que ça nous fera du bien aussi quand je nous souhaite vraiment, vraiment d'avoir plusieurs enfants, chacune. Je crois que ça nous aidera aussi davantage. Parce que elle, Hélène, c'est réglé. Donc, elle aura donc 2 petites filles. Enfin, en tout, elle aura donc 2 filles. Donc, nous, pour l'instant, Amae est toute seule. J'espère que Amae ne sera pas toujours toute seule. Parce que voilà, on s'imagine, on se fantasme les choses. Mais voilà, on se dit, si Amae, au final, elle est toute seule, est-ce qu'elle va pas vouloir se lier avec
les deux autres en recherche de ce lien particulier, plutôt que si on est sûr qu'elle a un frère ou une sœur avec qui elle grandit. Voilà. C'est peut-être purement que du fantasme, ce que je te raconte. Mais en tout cas, peut-être que c'est aussi une pression que vous allez vous mettre qui est pas... Oui. Mais en tout cas, à l'instant T, voilà, c'est... Mais je comprends. J'ai ces pensées-là, quoi. Mais bien sûr. Peurs-là. Et je pense qu'on l'aurait tous, hein, soyons clairs. Ouais. Ouais. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir confié cette histoire. C'est vraiment un truc de dingue. Ça fait 100 fois que je dis la même chose. Bien évidemment, j'ai demandé l'accord à Hélène, dont j'ai changé le nom, bien sûr. Mais voilà, lui demander qu'est-ce qu'elle m'autorisait à raconter de notre histoire commune. Et comme moi, elle trouve qu'on a vécu une histoire de fou. Donc non, c'est chouette à partager. Et justement, je m'étais posé cette question de me dire, mais attends, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'elle est pour nous, cette histoire, ou est-ce qu'elle se partage? Et en même temps, je me disais, mais il faut pas que ça soit tabou. Parce que là, ça va devenir un problème de le taire parce qu'on n'est pas à l'aise et tout. Donc, au final, j'ai dit non, mais ça, faut le raconter. Donc, je me suis obligée à l'annoncer à mes parents. Ah ouais. Encore une fois, ouais, parce qu'encore une fois, ça fait une nouveauté, quoi. C'était pas prévu, ça. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Et alors, comment ils ont réagi, tes parents? Ma mère, neutre. D'accord. Je sais pas, je sais pas. Elle n'a pas montré ni de positif ni de négatif. Voilà. D'accord. Et mon père, je suis pas sûre qu'il ait bien compris parce que j'ai lancé des perches, mais je suis pas sûre qu'il ait compris. C'était flou, mais c'est pas grave. J'aurai sûrement l'occasion de le redire parce qu'évidemment, c'est pas le genre de choses que tu peux dire facilement. Bah non, bien sûr. Pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est pas très courant comme discussion. Non, c'est pas courant et puis tu prends toujours le risque. Enfin moi, c'est ce dont j'aurais eu peur, hein, je pense, c'est qu'on me dise bah ouais, mais en fait, tu l'as cherché, ma petite. Ou ma grande, peu importe. Tu vois. Ouais. Les parents, des fois, ils ont des, tu sais, ils ont des punchlines un peu. Ouais, je sais. Un hypercute, là. Voilà. Je vois l'idée. J'ai le concept. Donc non. Donc j'ai essayé de le dire pseudo par obligation. Voilà, pour que ça soit dit, qu'on avance et que ce soit un non-sujet. Et maintenant, voilà, je trouve qu'il y a pas à le cacher sans non plus en faire tout un pataquès. Mais comme le fait de parler du donneur à Amae dans sa vie, ben voilà, ça fait partie du package et c'est important d'en parler pour que ça soit pas quelque chose de tabou ou problématique, quoi. C'est là, c'est sa vie. C'est ça. Maintenant, elle en fait ce qu'elle veut. C'est ça. Je te remercie vraiment beaucoup, Aurélia, pour cette histoire de dingue. 50e fois que je le dis. Merci pour ta confiance. Et puis, je pense que tu auras peut-être quelques échos de cet épisode parce que tu vas forcément réveiller des choses à droite à gauche. Mais merci à toi, encore une fois, de m'avoir donné la parole et l'occasion de raconter cette histoire de dingue. Voilà. À très bientôt, Aurélia. À très vite. Nous sommes déjà fin novembre et je dois vous faire une confidence. Je n'ai quasiment pas enregistré sur cette première partie de l'année. J'avais beaucoup d'avance. Je suis même assez embêtée de devoir repousser encore la sortie de certains épisodes enregistrés depuis plusieurs mois parce que d'autres collent mieux à l'actualité. Cet épisode, comme le précédent, je les avais enregistrés avant l'été. Celui qui sortira le 12 décembre a été enregistré en février. Lundi prochain, je vous propose la rediffusion de la table ronde, issue de la programmation autour de la quinzaine de l'égalité, organisée par La Foudre prend racine, une association bordelaise. Elle avait lieu le samedi 19 novembre et avait pour thème la parentalité au-delà de la filiation hétéronormative. Le panel d'invités était assez fou, ils étaient tous passionnants dans leurs réflexions et dans la conception qu'ils ont de leur famille. Il me fallait vous le diffuser le plus vite possible. Mais je ne vous en dévoile pas plus, évidemment. Vous pourrez découvrir cet enregistrement de 2 heures la semaine prochaine. Je m'interroge sur l'organisation du mois de décembre, qui est très court en lundi disponible, si l'on peut dire. 2 lundis sont hors vacances scolaires, 2 tombent pendant les vacances, et le premier lundi de janvier étant le 2 janvier, est aussi un lundi de vacances scolaires. J'aimerais pouvoir vous proposer 3 épisodes exclusifs,
et seulement 2 rediffusions. Avec les enfants à la maison, et particulièrement sur une période qui est très chargée socialement, je ne peux pas vous proposer de la nouveauté tout le mois, d'autant que question visibilité, ces temps en famille n'y sont pas favorables. Chaque nouveau témoignage mérite une place et une attention particulière. Tout ça pour en venir au fait qu'après réflexion, je pense vous proposer un épisode tout beau tout neuf sur les 3 premiers lundis de décembre et laisser la place à de belles rediffusions sur les 26 décembre et 2 janvier. Je crois que maintenant vous avez le programme de l'audio. Au niveau de l'image, je vais continuer à vous partager notre quotidien tout au long des fêtes sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvont-bien-podcast, et sur mon compte perso qui est plutôt dédié à nos vacances, @leschouquettes de Belleville. En décembre, de mon côté, je vais retrouver le plaisir de l'enregistrement et de la découverte de vos belles histoires. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.